Chantal Biya a donc passé un bon moment en Suisse. Ses vacances n'étaient pas de tout repos, puisque elle-même qui est devenue celle qui dirige en réalité le Cameroun, sait que ses jours sont comptés, ou alors qu'elle est actuellement pratiquement en ligne de mire auprès de la communauté internationale. Si elle ne sera pas poursuivie pour des crimes contre l'humanité, elle va se retrouver dans la ligne de ce que l'on appelle les crimes financiers. Étant arrivée bel et bien ici, en Europe, Chantal Biya a compris que la fin approche. Le régime est au bout, à bout. Et le régime cherche à trouver des souffles. Des crédits, il en faut pour pouvoir tenir. Mais pour combien de temps? Lorsqu'on sait justement que entre Paris et Yaoundé, ça ne va plus très fort. Ça ne va plus très fort parce que Paul Biya, qui s'est placé des pions un peu partout et driblé tout le monde, a fini par ne plus être un homme de confiance pour Emmanuel Macron, qui l'a souvent protégé. Et bien plus, la dernière actualité avec Issa Chiroma, qui fait feu de tout bois, on a constaté qu'il y avait la main de la France derrière qui n'a pas voulu qu'on verse le sang, qu'on l'arrête, qu'on le jette en prison. La France a donc actionné en sous-main avec l'un de ses grands alliés, qui est le Nigeria. Le transfert vers la Gambie. Aujourd'hui, les informations sont claires, précises, nettes, que Paris a mis la main dans la pâte, a organisé, orchestré un certain nombre de choses avec les services de renseignement nigérians jusqu'en Gambie, où Issa Chiroma peut aussi avoir autour de lui différents corps de renseignement, qu'ils soient gambiens, nigérians, voire français. Cela veut donc dire que la France est déjà convaincue que l'ère de Biya est passée. Au regard de son âge, et aussi avec les multiples luttes de clans, il faudrait anticiper. Il ne faudrait pas être surpris, comme ça a été le cas au niveau de la Côte d'Ivoire, avec la mort de Houphouët-Boigny. La France ne voudrait donc pas être au dépourvu. Mais cependant, la France ne précipite non plus Paul Biya, qu'elle a pourtant beaucoup protégé. Mais elle doit aussi protéger les intérêts. Et elle ne doit pas répéter les erreurs du passé ou des erreurs commises dans d'autres territoires tels que le Rwanda, où d'ailleurs on voit actuellement que les États-Unis sont en train de repartir en force, ou même encore dans le Sahel, où la France a perdu la main et où les États-Unis sont en train de chercher encore des relations économiques multilatérales, voire bilatérales avec l'AES. La France garde donc de près et regarde ce qui se passe au Cameroun avec beaucoup d'attention. La France ne voudrait pas être dépassée et surtout est convaincue qu'elle ne peut plus se mettre sur la route de l'opinion nationale d'abord. Au regard des élections, au regard des manifestations, les services de renseignement français et de l'Union européenne savent que c'est Issa Chiroma qui a remporté l'élection et que Paul Biya
est dans ce que l'on appelle l'usurpation. Bref, c'est un véritable hold-up. Mais la France évite au maximum de créer une crise interne. Mais cependant, n'oublions pas que de la même façon que les États-Unis, Donald Trump, est parti intervenir avec son armée au Nigeria, un grand pays comme ça, qui est souverain. On a aussi vu la France aller intervenir au Bénin, un autre pays souverain. On avait déjà vu la France et les États-Unis aller intervenir en Libye, dont la France n'a pas perdu de ses habitudes. Puisque, bien évidemment, il y a un proverbe africain qui dit « Le serpent peut changer de peau, mais ne change pas de venin ». La France peut donc actionner des moyens pour ne pas perdre le combat du cœur de l'Afrique, l'Afrique centrale, là où elle reste et considère comme l'unique base. C'est pour cela que la France voit aussi ceux qui sont autour de Biya, comment ils pillent le pays. En 2010, il y avait déjà une plainte contre Paul Biya en France. À cette époque-là, c'est là justement aussi que on poursuivait la famille Bongo et même Obiangema Bazogo pour des biens mal acquis. Mais bénéficiant de certaines complicités avec Nicolas Sarkozy, eh bien, ces plaintes qui venaient de quelques associations n'ont pas abouti. Paul Biya était donc sauvé, et puis c'était un président qui était encore au pouvoir et qui était considéré comme une cheville ouvrière de la France-Afrique. Mais les choses ont changé entre-temps. Paul Biya s'est affaibli. Et de plus en plus, les ministres de Biya sont décriés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Son épouse, hier considérée comme la mère de la nation, celle qui était gentille avec sa touffe, est devenue aussi encombrante qu'une reine qui a pris la main devant un mari qui est devenu inapte. Chantal Biya a donc un véritable problème actuellement. Pourquoi? Parce que des procès l'attendent. Et quand on voit qu'elle a la main, que c'est elle qui décide de ceci ou de cela, désormais, on la considère donc comme étant une femme dangereuse, comme étant une manipulatrice, comme installant ses intérêts. Et dans ses intérêts, il y a par exemple Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo qui, lui, a plutôt des intérêts qui peuvent être chinois, surtout qui peuvent être israéliens. La France observe tout ça, mais cependant, c'est que Chantal Biya a beaucoup investi en Europe et particulièrement en France. Une enquête avait déjà été lancée. Après la publication d'un magazine français sur les biens mal acquis de Chantal Biya. Ce magazine, c'était le Nouvel Observateur. Le 7 juillet 2022. Parce qu'ici, ça ne s'oublie pas. C'est le Nouvel Observateur qui a lancé la bombe le 7 juillet 2022. Et ici, ce n'est pas comme au Cameroun. Quand on lance, quand des journalistes d'investigation, encore là, c'était 5 journalistes d'investigation qui ont lancé cette bombe dans le Nouvel Observateur. Dès qu'on lance ici, directement, le procureur s'est saisi du dossier. On ouvre les enquêtes. La police doit faire son travail. Parce qu'il y a tout un secteur de la police qui, dès qu'on te décrit, eh bien,
on regarde, on donne le dossier à l'Office central de répression de la grande délinquance financière. En 2022, voici donc ce que l'observateur, le nouvel observateur écrit. Immobilier de luxe. Comment la France attire l'argent douteux du monde entier. Et le texte est bâti sur Chantal Biya, qui est mise à la une. Selon le nouvel observateur, voici ce qu'ils écrivent. La femme du chef de l'État camerounais, Chantal Biya, est bien moins discrète que son beau-fils Franck Biya. Parce qu'ils ont fait une enquête sur les biens de Franck Biya également à Monaco et à Nice. Ils écrivent ceci. Elle est sans profession. D'après les documents officiels de ces entreprises, ce qui ne l'a pas empêché de dépenser plus de 2 millions d'euros pour acheter 3 appartements dans le 16e arrondissement de Paris, à Levallois-Perret et à Nice, entre 1997 et 2009, dont 2 payés cash et le 3e financé par un emprunt à la BNP. Des achats qu'elle nous confirme par l'intermédiaire d'un sénateur camerounais, Pierre-François Xavier Meignier-Ondo, qui est aussi notaire, et son associé avec seulement 1%. 1% des parts dans 2 de ses achats. Voilà comment ça commence. Puis il y aura la sortie de l'avocat français William Bourdon. Il est spécialiste dans les biens mal acquis, le blanchiment, ainsi de suite. Il va déclarer ceci. Dans le classement des pays les plus corrompus, le Cameroun est un pays en tête de liste. L'absence de profession de l'acheteuse Chantal Biya est un indice parmi d'autres. Transparency International se lance dans le dossier et saisit donc justement avec des éléments l'Office central de répression. Sarah Brimbreuf de Transparency International écrit ceci dans le dossier qu'elle va remettre non seulement à la presse mais aussi à la police, que cet argent de la première dame du Cameroun a été pillé. Cet argent a été pillé par des élites dirigeantes qui privent leur population de l'accès à une éducation de base, à la santé, à l'eau potable. Et elle conclut que rien que pendant cette période-là, elle a dépensé 3 milliards de francs CFA. En ce temps, Biya se fait recevoir. Mais l'affaire avance. Et l'affaire va encore beaucoup plus avancer avec cette élection présidentielle, avec Issa Chiroma. Les avocats de Issa Chiroma commencent à rechercher les biens des ministres, directeurs et barons du régime. Et bien évidemment, on tombe sur le cas de Chantal Biya. Dans le cas de Chantal Biya,
l'exclusivité qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est que les enquêteurs français viennent de découvrir que la plupart des immeubles, les grands immeubles que vous trouvez à la chapelle, à la porte de la chapelle, ça c'est Paris 17e, au 17e arrondissement. À côté, il y avait l'immeuble de Fosso Victor. Mais le reste là, plusieurs immeubles appartiennent à qui? À Christophe Ketchanke. Christophe Ketchanke, c'est qui? C'est le percepteur, payeur général de l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est un Bangaté. Il n'est jamais allé à la retraite. Il est percepteur, payeur général à l'ambassade du Cameroun à Paris depuis 42 ans. Voici la 43e année. Donc depuis que Paul Biya est au pouvoir. Quand vous voyez Brenda louer les machins et tout, les grands hôtels, et ceci, ici, ça passe par Ketchanke. Puisque au Cameroun, il y a l'argent au cabinet civil, mais pour faire le blanchiment, tout passe par Ketchanke qui gère toutes les trésoreries de l'Union européenne. Et pourquoi c'est très grave? Quelqu'un qui est un fonctionnaire, comment il peut faire pour avoir de tels immeubles? C'est là où le piège se referme. Le piège se referme pourquoi? Parce que c'est lui-même, c'est l'ambassade du Cameroun à Paris qui est parti se mettre dans la gueule du loup. Vous vous souvenez avec l'affaire des casse des ambassades. Ah oui. C'est-à-dire que après le braquage électoral de de Paul Biya, exactement comme il a fait avec Issa Chiroma, la diaspora va commencer des manifestations. Washington, Bruxelles, Paris, machin, bref, un peu partout. Mais on retiendra beaucoup la manifestation de Paris qui va faire beaucoup de bruit. C'est le 26 janvier 2019. Ce jour-là, les équipes de la base et du Conseil du Camerounais de la diaspora vont prendre en possession l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils n'ont pas eu de difficultés à y accéder. Les portes étaient ouvertes. Ils se sont retrouvés seuls. Ils ont décroché quelques photos sur des murs de Paul Biya qu'ils ont traînées par terre. Puis quelqu'un a pris dans le frigo un yaourt. C'est tout. Ils sont partis. Le régime savait que cette opération aura lieu, puisque la base avait annoncé cela. Or, à Paris, ils ont non seulement les officiers de police, mais aussi de l'armée. Comment personne n'était là, en ce moment-là, pour pouvoir agir ou ceci et cela? Ils ont laissé faire. Et c'est eux qui balancent donc l'information sur des réseaux sociaux, et aussi sur des plateaux télé de la France, du Cameroun, en disant que la base est partie voler de l'argent dans les coffres forts. Et il y a eu la casse des ambassades, ainsi de suite. Et on dit que c'est la faute de Maurice Kamto. La police arrive. On a procédé aux arrestations.
on va avec les gars de la base. Sauf que, quand ils écoutent les gars de la base, ils voient que on ne peut pas aller casser un coffre-fort si on n'a pas les clés. La police regarde, le coffre-fort n'a pas été cassé, puisqu'on avait juste trouvé quelques condoms et tout, et tout. La police française ne comprend rien. C'est Kétianke qu'on écoute, Christophe Kétianke, qui est le trésorier payeur général. Dans les médias camerounais, on déclare que c'est 7 000 € que les gars de la base avaient volé. Mais quand on écoute maintenant Kétianke, qui s'occupe des affaires, des courses de Chantal Biya, de la famille présidentielle, Kétianke va donc faire des révélations scandaleuses. Un, il va dire que il avait reçu des banques, c'est-à-dire que il est parti faire des retraits en espèces des banques françaises jusqu'à 700 000 €. Donc, avant la proclamation de l'élection, parce que la base donnait déjà des ultimatums, Kétianke a commencé à retirer de l'argent en espèces. 700 000 €. Selon ce qu'il a raconté. Selon ce qu'il a raconté. On lui dit c'était comment? Il dit que c'était pour le fonctionnement. Bien plus, il dit aussi que de la part du Cameroun, il a aussi reçu 400 000 €. Quand vous faites le total, ça fait 700 000 € plus 400 000 €, ça fait 1 milliard 100 millions d'euros. Nous ne sommes plus à 7 000 €. La police française n'est pas la police camerounaise où on vous fait des montants, de ceci et cela. On essaie de regarder les caméras et regarde tout ça et disent que mais, cette histoire n'a pas de sens. Les gars de la base sont relâchés. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été condamnés en France pour vol de l'argent. Mais, et ils croient qu'après avoir déclaré ça, que la police française va s'arrêter là. Elle va poursuivre les investigations. Comment on a pu avoir de telles sommes en liquide? On va donc, première des choses, bloquer les comptes de l'ambassade du Cameroun à Paris. Avant qu'il n'aille maintenant trouver quelques petits établissements privés. L'ambassade du Cameroun n'avait plus de compte. La Banque de France avait dit non, ces gens-là, c'est le blanchiment et tout ça. On fait ces opérations. Surtout qu'avant cela, là nous sommes en 2017, la France avait déjà soupçonné des blanchiments. Alors, le régime Biya, pour faire semblant que non, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela, que les diplomates doivent être impliqués dans cette histoire-là et tout. Quelqu'un qui est tout puissant, parce que ça, ne vous en faites pas. Guinée avait voulu lui demander et tout, mais quels sont même, montre-moi l'affaire d'argent, là, je suis le patron. Mais on l'a rappelé Dardar, au Cameroun. Dès qu'il est arrivé à la présidence, on lui a dit va au village. Ambassadeur du Cameroun à Paris. Il est parti au village d'Ardar parce qu'il voulait demander les comptes à Kétianke. On avait envoyé Garga. Garga arrive, il tombe dans la mare au requin. Il constate que, il demande à Kétianke que, mais toutes ces dépenses, c'est quoi? Il dit que non, c'est les dépenses de la présidence. Je ne peux pas t'expliquer. Parce que Garga a maladie. Il était venu au compte de la CONAC pendant 2 jours. Kétianke ne répond pas. Il sera obligé de passer voir le notaire. Là où on avait acheté, parce que c'est le notaire là qui avait fait la transaction pour l'achat de l'ambassade du Cameroun qui n'est même pas utilisée. À mort les fausses ou quelque chose comme ça. Ce n'est même pas utilisé. Et c'est encore des milliards là-bas qui ont été détournés.
Et c'est quelqu'un qui menait toutes ces opérations-là. Garde à lui les terres entiers. Mais sauf que l'histoire des ambassades, de la casse, on va au tribunal, on ne condamne personne de la base pour vol. La police était déjà dans le courant que quelqu'un qui est compagnie avait prévu cette opération pour le blanchiment et pour repartir calmement avec cet argent ou je ne sais où pour les affaires de... Puisque les immeubles, c'est Chantal Biya. Voilà donc où se trouve actuellement l'enquête. Quand on vient de découvrir que mais, ce monsieur, il est là, et lui, comment il a acquis les immeubles, c'est en fonction de quel salaire, et tout et tout. Parce qu'il est juste un homme, un prête-nom de Chantal Biya, qui a fait fort dans toute l'Europe. Et je vais même encore vous sortir certains dossiers. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes que les gens ne comprennent pas, qu'est-ce qui ne va pas entre Paris, entre Macron et Paul Biya. La réalité est que Macron aujourd'hui, pendant que Biya veut qu'il intervienne, il ne veut pas s'immiscer de l'affaire. Il n'est pas comme Sarkozy, des affaires de la justice. Il laisse faire la justice. La justice est en train de faire son... Donc Paul Biya et surtout Chantal Biya, qui avait dit à Paul Biya que moi je vais faire comment, je vais faire ceci et cela. Donc il se retrouve donc aujourd'hui devant une situation que non seulement ça va éclater, mais on va revoir d'autres investissements qui vont jusqu'à Chypre. Hein. Je ne parle pas des trucs des îles Maurice et consorts. C'est-à-dire que ces gars, ils ont créé un réseau. Quand vous la voyez venir, on dit tout simplement, oh, elle est en train de fuir, machin, le mariage et tout et tout. C'est qu'effectivement, parce qu'elle sait que, bien évidemment, c'est la fin de Biya, mais avant cela, elle avait anticipé. Puisque quand vous regardez l'achat de ces maisons, elle venait à peine d'arriver en mariage. Donc, affaire Issa Chiroma. Et aussi, avec les blanchiments et détournements de Chantal Biya, voilà donc le divorce entre Biya et la France, sans pour autant oublier que on ne va pas seulement s'arrêter là, puisque il y a des crimes qui ont été commis par des dirigeants, enfin, par des hauts gradés, par des gens comme les Atanganji, par les Ngongo, par... Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous mettre tout simplement un peu pour comprendre aujourd'hui où se trouve la relation entre Biya et ceux qui le protégeaient, c'est-à-dire la France. Je vais faire que ce soit d'ailleurs un Français qui commence à nous en parler. Quand même, ce qui est très inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la mort de Paul Biya. Évidemment, il y a plein de clans autour de Paul Biya. Vous avez le secrétaire général à la présidence, Bongo, vous avez Mvondoyo, le directeur de cabinet, qui tous ne peuvent pas se piffrer, qui se détestent entre eux, et qui sont prêts à tout, y compris à écraser le Cameroun dans le sang et à créer des guerres pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est quand même notre responsabilité à nous, Français. On ne va pas revenir à l'indépendance jusqu'à la guerre contre l'UPC. Mais c'est quand même quelque chose de fascinant qu'à un moment, on ne se soit pas dit stop. Et surtout qu'on accuse toujours les Russes, nous Français, on accuse les Russes d'avoir créé cette forme de détestation contre la France en Afrique. Mais c'est absolument pas les Russes. Alors évidemment, il y a des trolls, il y a des infractions. Ce sont les Français nous-mêmes, par nos propres erreurs, par nos propres errements, par le soutien qu'on a eu aux dictateurs pendant des décennies, par le franc CFA, par le fait que l'armée française ait commis des crimes
en Centrafrique, les viols d'enfants en 2004. Les gens ne se souviennent pas, c'est pas si vieux, mais à l'Hôtel d'Ivoire, l'armée française a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui étaient pour Laurent Gbagbo. Il y a eu des dizaines de morts et jamais il y a eu des commissions d'enquête. Et aujourd'hui, effectivement, on est détesté sur le continent parce que notre politique a été détestable. Et évidemment, c'est très confortable sur les grands plateaux, mainstream, LCI, TF1, on dit ah oui, c'est la faute des Russes. Ça nous permet de nous déculpabiliser et de ne pas bâiller devant notre porte. Mais nous, on a créé les conditions de notre propre chute et de notre propre détestation. D'ailleurs, souvent on parle dans la presse française de sentiments anti-français, comme si bon, c'était un truc pas très formé, on réduit les pensées, les pensées des Africains à des trucs un peu sentimentaux, enfin voilà, qui seraient pas motivés vraiment dans les faits, alors que les gens font très bien la différence entre les Français qui vivent en Afrique et la politique française. Il n'y a pas de xénophobie anti-française, il y a un ressentiment légitime contre la politique française en Afrique, et il y a un biais souvent raciste, c'est de penser que les Africains seraient incapables de penser par eux-mêmes et qu'il faudrait toujours qu'il y ait un marionnettiste, qu'il y ait les Russes derrière, qu'il y ait les Chinois, qu'il y ait les Turcs, et que cette détestation, ce rejet de la politique française en Afrique, il devrait être forcément inspiré par quelqu'un, alors qu'en fait il est inspiré de dizaines et de dizaines d'années de colonisation et de néocolonisation. Donc il y a vraiment un affaiblissement qui fait que la France ne peut plus faire la pluie et le beau temps dans les pays africains. Il faut savoir, au Cameroun, il y a un état policier qui est installé parce qu'ils sont là depuis 43 ans, l'aide des Israéliens, très clairement, qui encadre le BIR, qui est le bataillon d'intervention rapide, qui est une sorte de garde prétorienne de BIA et qui aide à tout ce qui est renseignement, tout ce qui est cellule d'écoute. Donc évidemment, tout le monde peut être traqué, on fait pression sur votre famille, voilà, il faut du courage pour se lever parce qu'il y a une sorte d'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe, alors que le Cameroun, ça fait très longtemps, vous l'avez rappelé, ça avait été nommé de manière très condescendante, presque raciste, mais souvenez-vous des émeutes de la fin en 2008, où on avait tiré, BIA avait fait tirer avec des hélicoptères français sur des manifestants, il y avait eu des centaines de morts. On n'en avait pas parlé parce qu'il n'y avait pas d'image à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est fort, et vous l'avez rappelé avant, c'est les images sur les réseaux sociaux. Et là, le Cameroun, on est quand même dans le stade de pourrissement le plus avancé de la France-Afrique, où on a mis quelqu'un en place pendant 43 ans, qui à un moment, on ne s'entend plus trop avec lui, parce qu'effectivement, les relations entre Emmanuel Macron et Paul Biya sont plus très bonnes. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça a commencé à mal se passer sur la question du port de Douala qui était contrôlé par Bolloré, et Macron voulait imposer un autre que Bolloré pour être à la tête du port de Douala. Il y a eu vraiment des affrontements de réseaux français, évidemment, qui se fait sur le dos des Camerounais qui n'ont rien demandé à personne et qui voudraient juste pouvoir vivre dignement et avoir une économie qui fonctionne. Et malgré ça, voilà, il y a un système qui continue à exister avec un armement qui est français. C'était le cas aussi à Madagascar, les gaz lacrymogènes, les blindés, enfin tout ça. Voilà, on a perpétué ce système-là. Et ce qui s'est passé à Madagascar peut aussi donc se passer au Cameroun, parce que avec des manifestations, avec des blindés, la France a souvent supporté ça. Mais aujourd'hui, comme vous avez suivi, et là c'est eux-mêmes qui le disent, la France ne peut plus continuer. Parce qu'effectivement, il y a déjà un sentiment anti-français et que Emmanuel Macron ne va pas continuer à supporter, à soutenir un vieux dictateur qui tire sur les manifestants. Et comme il vous l'a dit, il y a actuellement justement les images dont la France ne peut plus mentir. La France ne peut plus se couvrir. Sinon, la France sera complice. La France, à force de vouloir aussi donner des armes, risque d'être dans une position très délicate avec la jeunesse camerounaise qui regarde. La France a vu les manifestations contre Biya. La France voit les manifestations, même des camionneurs, et tout ce qui est en train de se passer. Donc, ils ne peuvent plus aujourd'hui supporter Biya et ils laissent donc faire en se disant qu'on ne peut pas continuer à le supporter. Et c'est pour ça que Biya est en colère. Parce que Biya a toujours su que, oui, la France sera toujours là, ils seront les premiers avec l'Union européenne à me féliciter. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, les procès, c'est plutôt en France. Rien n'est bloqué. Les enquêtes suivent leur cours. Et qu'aujourd'hui, on convoque des gens, on veut qu'on justifie tel ou tel bien, qu'on justifie ceci. Donc, Biya sait désormais que ce sera comme ça. Et bien évidemment, comme on a dit, l'autre côté, ce sera judiciaire. Et c'est là où ça va faire encore très mal. C'est-à-dire qu'avec un régime qui risquerait d'avoir des difficultés même pour se ravitailler en armement, et aussi qui aura des difficultés auprès de la communauté internationale et surtout de l'ONU. Là, la France a souvent eu à protéger Paul Biya.
Donc, Issa Chiroma est en action avec son réseau, avec bien évidemment ce qu'on peut appeler aujourd'hui le réseau France-Afrique est presque mort. Paul Biya tient sur un bout de fil, d'autant plus que avec les multiples crises, il a des caisses vides. Comment va-t-il faire? Et c'est là où c'est très dangereux. Le Cameroun, donc, ne sera plus jamais comme avant. Le Cameroun de Paul Biya ne peut plus jamais être avant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut constater que même le Cameroun est au bord d'une crise politique majeure. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va décortiquer une source qui parle d'une pression internationale énorme sur le régime en place. Alors attention, ça s'annonce intense. Le match ne fait que commencer. Voilà, c'est la phrase choc de notre source. Et elle donne tout de suite le ton. On ne parle pas d'une petite querelle politique. Non, on parle d'une véritable confrontation qui risque de durer et d'être assez brutale. Alors, notre but ici, il est très clair. On va décortiquer le plus objectivement possible les arguments de cette source. On va voir ensemble comment elle décrit cette campagne internationale qui viserait le gouvernement camerounais. Et c'est là vraiment que les choses se corsent. D'après la source, le régime camerounais, qui a longtemps semblé intouchable, se retrouverait maintenant au cœur d'une véritable tempête, à la fois diplomatique et juridique. Ce que la source met en avant, c'est un retournement de situation spectaculaire. C'est simple. Hier, le gouvernement menait le jeu. Aujourd'hui, il serait complètement sur la défensive, obligé de parer les coups d'une contre-attaque décrite comme très bien organisée, méthodique. Bon, entrons dans le vif du sujet. Au cœur de toute cette affaire, il y a un événement déclencheur, le décès d'Anicet Ekane, un opposant politique mort pendant sa garde à vue. Alors, la question que pose la source est explosive. Est-ce qu'on parle d'une simple négligence médicale ou carrément d'un assassinat programmé? Pour essayer de comprendre, regardons les éléments qui sont mis sur la table. On a ici la chronologie des événements. Et il y a un détail qui, franchement, saute aux yeux. La source insiste bien sur le fait que le décès d'Anicet Ekane a eu lieu, attention, 8 jours après l'expiration du délai légal de sa détention. Et ça, c'est un point qui va tout changer. Ils ont provoqué sa mort. Voilà, c'est l'affirmation brutale qu'on trouve dans la source, attribuée à un expert médical. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. On met de côté l'idée d'un accident et on parle d'un acte délibéré. Juridiquement, l'argument qui est avancé, c'est celui d'homicide par négligence. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'expert affirme que les autorités ont consciemment privé Anicet Ekane de soins qui lui étaient indispensables et que c'est ça qui a directement entraîné sa mort. Et ce qui est intéressant, c'est que la source ne lance pas juste une accusation en l'air. Non, elle essaye de remonter toute une chaîne de responsabilité. Ça partirait des officiers qui l'ont arrêté pour aller jusqu'au plus haut niveau de l'administration en pointant directement le ministre responsable. Allez, on prend un peu de recul maintenant. On quitte le cas précis d'Anicet Ekane pour regarder le tableau d'ensemble, ce que la source appelle une véritable culture de l'impunité. Ici, la source décortique ce qui ressemble à une manœuvre politique assez tordue. C'est fascinant. On voit comment le statut d'Ekane aurait été utilisé comme un simple pion. D'un côté, le ministre le reconnaît pour qu'il touche des subventions, et de l'autre, ce même ministre dit le contraire pour écarter un concurrent sérieux, Maurice Kamto. Et face à ces accusations, quelle est la défense du camp présidentiel d'après la source? Eh bien, c'est simple, c'est l'argument de la souveraineté. En gros, le message, c'est « le Cameroun est souverain, on fait ce qu'on veut chez nous et on a de leçons à recevoir de personne ». Voilà. Et c'est justement là que la source met le doigt sur ce qu'elle présente comme une énorme contradiction. D'un côté, on a ce discours de souveraineté totale. Et de l'autre, ce chiffre, 45%. 45% du budget de l'État qui viendrait de l'aide internationale. Souvent d'ailleurs des mêmes organisations qui sont très à cheval sur les droits de l'homme. Bon, mais alors, qui sont les visages de cette contre-offensive? La source met en avant 2 figures principales. 2 personnes qui seraient à la manœuvre de cette campagne de pression internationale. Or, il y a Alice Nkom. Elle est décrite comme une avocate redoutable, avec un réseau international impressionnant. Et apparemment, elle n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle n'hésite pas à défier ouvertement le pouvoir. Et le deuxième personnage clé, c'est Issa Chiroma. Et là, le profil est différent. C'est le pur produit du système, un ancien porte-parole du gouvernement, qui serait passé de l'autre côté. Un lanceur d'alerte, qui détiendrait des informations potentiellement explosives et qui serait prêt à tout déballer. Alors, la grande question, c'est concrètement où est-ce que tout ça va mener?
D'après la source, une chose est sûre, le régime serait dans une position très délicate, acculé comme il ne l'a jamais été. Cette pression, elle prend une forme très concrète, une demande officielle pour une enquête indépendante. Le problème, selon la source, c'est que le régime ne bouge pas. Face à cet immobilisme, les opposants n'auraient pas d'autre choix que de déplacer le combat sur la scène internationale. La source fait même une comparaison extrêmement forte. Elle parle de Nuremberg. Pourquoi ? Pour insister sur un principe fondamental. La responsabilité n'est pas juste celle de l'État en tant qu'entité abstraite. Non, c'est la responsabilité pénale, individuelle, des personnes qui agissent en son nom. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Est-ce que cette fameuse ère d'impunité au Cameroun, telle qu'elle est décrite dans la source, est vraiment en train de se terminer ? La question reste ouverte. La question reste ouverte, mais l'impunité n'y est plus, dans la mesure où, comme je vous le disais, le régime Biya passait son temps à piller le pays pour aller avec ça à l'extérieur. Et en allant avec ça à l'extérieur, il ne savait pas qui s'exposait. Des biens de Franck Biya en passant par Chantal Biya et bien évidemment aussi d'autres responsables, tous les membres du gouvernement, la quasi-totalité, on peut dire 80%, eh bien, ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Et ils voyaient que ça arrivait à la Guinée équatoriale, ça arrivait au Congo, ça arrivait au Gabon, ça arrivait à d'autres pays à travers, bien évidemment, des procès. Mais sauf que justement, comme on parle de Nuremberg et qu'on sort, le cas du Cameroun aujourd'hui, avec les multiples crises, les assassinats et surtout dans les régions anglophones et les atteintes aux droits de l'homme, finiront par avoir raison de Paul Biya qui, lui-même aujourd'hui, n'a plus de possibilité de se déplacer. On peut par exemple voir la dernière réunion entre les États-Unis et l'Afrique. Ça s'est tenu en Afrique. Paul Biya ne faisait pas partie, n'était même pas représenté. Il y avait 2700 personnes. Mais où était la délégation camerounaise? Il y avait 12 chefs d'État. Paul Biya est pourtant censé être le chef d'État le plus vieux du continent, donc le vieux sage. Mais aujourd'hui, il ne peut plus peser sur le plan international. Ses derniers déplacements, c'était sous la bénédiction et sous la bannière de Macron, qui a fait qu'il se déplace ici pour quelques sommets, pour qu'on le voie. Aux États-Unis, il s'est fait ridiculiser, là où il a perdu la tête, la mémoire, et où on a senti que ce n'est plus lui qui tenait les rênes du pays. Sur le plan international, donc, ce Paul Biya, officiellement, est périmé. Il ne pèse plus grand-chose, puisque, comme on le dit, ce qui s'est passé en Afrique, que ce soit avec la Chine, la Russie, ou même encore les États-Unis, la France, Paul Biya semble désormais absent. C'est Chantal Biya sur le plan national qui est devenu presque l'emblème du pouvoir avec Ferdinand Ngongo. Ce qui ne saurait continuer dans la mesure où, même au niveau de la justice, rien ne marche plus. Pas de conseil. Pas de conseil de la magistrature. Les magistrats sont désormais là, chacun avec son pouvoir, rendent les décisions en fonction de l'argent qu'on leur donne. Et quand on essaie aussi de regarder le budget qui a été voté au niveau de l'Assemblée, les caisses sont désespérément vides. Où vont-ils trouver cela dans la mesure où, eh bien, ce régime doit encore emprunter et emprunter et emprunter. Quels organismes vont continuer à emprunter à un régime qui est sous pression, à un régime où on n'est pas sûr qu'on pourrait rembourser à plus de 14 000 milliards déjà, mais qui est incapable de pouvoir honorer ne serait-ce que les séquences de remboursement, comme on le constate actuellement. Paul Biya et le régime Biya sont donc pratiquement au bout du rouleau. Et avec cette guerre, où il faut continuer à recruter des gens dans l'armée et des gens qui ne peuvent pas éteindre tous les foyers d'incendie, avec une armée qui devient donc elle-même très époumonée et très divisée, ça risque donc de très mal se terminer, d'autant plus que, à une certaine période, lorsque les convocations ou les procès vont commencer pour les atteintes aux droits de l'homme à l'étranger, eh bien les militaires qui soutiennent le régime Biya, qui ont souvent tiré, qui ont souvent incendié, vont comprendre qu'ils sont en danger et qu'ils ne pourront plus
continuer à faire ainsi parce qu'il n'y a pas d'immunité. Et de surcroît, les crimes de torture qui ont été commis sont imprescriptibles. Résultat des courses, tôt ou tard, ils finiront par répondre. Et quand on voit le régime Biya agir comme si c'était actuellement le sauve qui peut, le chacun pour soi, avec des caisses qu'il faut vider absolument, et ce peuple qui est dans la misère, tôt ou tard, disais-je, ça risque de mal se terminer.